Parfait. Ok. Du sauvetage des manuscrits, quand il y a eu la mission française pour faire obstacle à l'invasion. Donc vous avez entendu parler de Tombouctou, sans doute, et de Bamako. Il y a un certain nombre d'autres villes aussi, qu'on verra sans doute tout à l'heure. Donc vous voyez Kidal, ici, Djenné au milieu, Ségou et Gao. Dans toutes ces villes, il y a également des bibliothèques. Donc c'est pas seulement à Tombouctou qu'il y a des manuscrits, mais dans les autres villes, il y en a aussi. Alors, Tombouctou est situé à une dizaine de kilomètres du Niger. Donc ces photos-là ont été prises en 2005, novembre 2005, lors de mon premier passage là-bas. Vous voyez, le Niger, au mois de novembre, c'est plutôt un lac ambulant qu'un fleuve, hein. Voilà. Alors, le Mali, évidemment, il a des voisins. Voilà. Donc dans tous ces pays-là, il y a également des manuscrits. Au Ghana, il y en a. En Mauritanie, il y a les fameuses bibliothèques de Chinkit et Ouadane. Peut-être que vous en avez entendu parler. Et au Niger, il y a la bibliothèque des manuscrits de l'université de Niamey. Et au Nigeria, il y a la bibliothèque nationale de Kaduna, où je pense qu'en ce moment, il ne vaut mieux pas essayer d'y aller. Alors, le contexte historique. Bien sûr, c'est résumé à partir d'un résumé se trouvé sur Google, dans Wikipédia. Donc la fin de la ville a été fondée au XIe siècle. En 1325, l'empereur Mansa Moussa a commencé la construction d'une mosquée prestigieuse, la mosquée de Djinguer-Hébert, dont on verra les photos tout à l'heure. Alors pour vous donner une idée de l'ampleur de l'empire du Mali à l'époque, quand Moussa ou Mansa Moussa est allé faire son pèlerinage à la Mecque, il a emmené avec lui tellement d'or que quand il est passé au Caire, il a cassé la banque, il a cassé le prix de l'or pour 10 ans. Tellement il amenait de l'or avec lui. Alors, donc, la grande mosquée qu'on verra tout à l'heure, est achevée en 1328. Et, vous voyez, en 1353, le plus grand géographe arabe, Ibn Battuta, et géographe voyageur, visite la ville. Ensuite, au XVe siècle, construction de la mosquée de Sankoré. Donc là, c'était en fait l'université de Sankoré, a compté, dit-on, jusqu'à 25 000 étudiants. Alors, prise de la ville, bon, ça c'est pas grave, Songhai, chute de l'empire Songhai, après la domination saadienne, et en 1591, soulèvement de la ville, et les plus illustres savants, dont Ahmed Baba, sont exilés à Marrakech. Donc les Marocains voulaient constituer une université à Marrakech. Ils ont dit, pas de problème, on prend tous les gens qui sont à l'université de Sankoré et on les emmène chez nous. Évidemment, ils n'étaient pas très contents, mais il fallait bien se soumettre. Donc vous voyez, c'était la fin de la plus grande époque de Tombouctou. Ensuite, la ville passe sous le contrôle des Touaregs, qui chassent les Marocains, et les Peuls, à leur tour, juste avant la colonisation, conquièrent la ville. Et arrive l'époque des premiers explorateurs, évidemment, vous vous rappelez, Tombouctou, la ville mystérieuse et tout. Le premier, c'est un major Gordon Legge qui visite la ville, mais il est pris pour un marchand d'esclaves et son concurrent l'assassine. Bon. Alors voilà le premier qui est entré et qui en est sorti. C'est donc en 1828, vous avez tous entendu parler de René Caillé. Donc dissimulé sous le costume d'un lettré musulman, il entre dans la ville et il en sort 8 jours plus tard, parce qu'il se disait que son masque allait être dévoilé et il allait être exécuté. Mais son récit de voyage fait un grand bruit en Europe. Alors, avec la mort de Sékou Amadou, la ville s'émancipe et arrive enfin l'explorateur allemand Heinrich Barth, qui lui se présente pas pour un musulman, mais se présente comme un chrétien, et donc il passe 6 mois à Tombouctou. On en verra un peu plus sur lui tout à l'heure. 1892, donc les Français tâchent de
de conquérir la ville, mais la colonne Bonnier est décimée. Ensuite, la ville est prise par les colonisateurs français, et vous connaissez sûrement le général, il n'était pas encore général à l'époque, qui a pris la ville. Il s'est illustré après pendant la guerre de 14. C'était ni plus ni moins que Joffre. Donc c'est Joffre qui a pris Tombouctou. 1914, fin de la pacification. Et donc 88, la ville est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. 96, donc il y a eu un accord avec les Touaregs pour l'éternité. Malheureusement, ça n'a pas duré très longtemps. Et voilà. Donc les principaux monuments, il y a la flamme de la paix, donc, qui a été érigée à cette occasion. Et vous voyez là en bas, c'est tous des Kalachnikov qui sont scellés dans le béton. Mais ils en ont trouvé d'autres, évidemment. Alors la grande mosquée Djingar-Hébert, dont on a parlé, achevée en 1328, c'est un des grands témoins de l'architecture de terre. Voilà son minaret. Et la mosquée de Sankoré, dont on a parlé tout à l'heure. Donc elle fut édifiée à une date encore mal connue, au XIVe siècle. Le Tahrir al-Soudan nous dit à son sujet, quant à la mosquée de Sankoré, elle fut bâtie par une femme, une grande dame très riche, très désireuse de faire des bonnes œuvres, à ce que l'on raconte. Mais nous ne savons pas à quelle date cette mosquée fut bâtie. C'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, pendant le siècle des Askia, de 1493 à 1591, invasion marocaine, que l'université de Sankoré parvint à son plus vif éclat et fit rayonner sur une grande partie de l'Afrique, la mer Rouge et de l'Atlantique, des côtes de l'Espagne au golfe de Guinée, la gloire scientifique et littéraire de Tombouctou, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, comptait jusqu'à 25 000 étudiants. Vous avez tous entendu parler de René Caillé, le premier Européen, comme je l'ai dit, entré à Tombouctou et sorti vivant. Il entra le 20 avril 1828 et il la quitta d'urgence le 4 mai, craignant que sa véritable identité ne soit percée à jour. Il n'y resta donc même pas 15 jours, cruellement déçu par sa découverte. Voilà ce qu'il nous dit. Je trouvais que le spectacle que j'avais sous les yeux ne répondait pas à mon attente. Je m'étais fait de la grandeur et de la richesse de cette ville une toute autre idée. Elle n'offre au premier aspect qu'un amas de maisons en terre, mal construites. Dans toutes les directions, on ne voit que des plaines immenses de sable mouvant, d'un blanc tirant sur le jaune et de la plus grande aridité. Le ciel à l'horizon est d'un rouge pâle. Tout est triste dans la nature. Le plus grand silence y règne. On n'entend pas le chant d'un seul oiseau. Ces photos, je les ai prises moi-même. Vous voyez que ça n'a pas tellement changé le paysage depuis René Caillé. Et ce bidonville, il faut bien l'appeler par son nom, se trouve derrière le plus grand hôtel de Tombouctou, l'hôtel Andrina Khan. Donc vous avez un hôtel, enfin c'est pas un très grand hôtel, mais un hôtel. Et puis à 100 mètres, vous vous retrouvez à l'époque de René Caillé. Donc déjà, à son époque, la ville n'avait plus rien de commun avec la capitale du temps de la splendeur au XIVe, XVIe siècle. Les manuscrits étaient sans doute déjà cachés dans des caisses et il n'en a probablement rien vu. Alors, où trouvait-on ces manuscrits à part les caisses des particuliers de Tombouctou? Dans un numéro spécial de la revue Jamana, paru en 2005, faisait un décompte de 25 bibliothèques à Tombouctou-Ville et 120 au niveau de la région. Sur les 25 bibliothèques de la ville, quelques-unes seulement sont officiellement ouvertes au public. Il s'agit de la bibliothèque de l'Institut Ahmed Baba, qui est en fait en quelque sorte une bibliothèque nationale, la bibliothèque Mama Haydara, dont on reparlera, la bibliothèque Wangari, 3500 manuscrits fermés actuellement, la bibliothèque Fondokati. Alors son propriétaire prétend que 3000 manuscrits viennent directement de Tolède, quand les musulmans ont quitté l'Espagne. Ils se sont dit on va aller le plus loin possible et ils sont allés jusqu'au Mali. C'est du moins ce qu'il prétend. La bibliothèque de la famille Ben Assayouti, donc estimée actuellement à 8000 manuscrits. Si vous avez vu quand le président Hollande est allé à Tombouctou, l'imam de la mosquée qui l'a accueilli, c'était justement l'imam Ben Assayouti. Donc c'est lui le propriétaire de cette bibliothèque. Donc en gros, le nombre des manuscrits catalogués à Tombouctou serait de 21 500. On va revenir un peu plus là-dessus, puisqu'on va donner plus de détails sur les deux plus importantes bibliothèques. Donc la première est un institut d'État,
comme j'ai dit tout à l'heure, l'Institut Ahmed Baba. Et l'autre est une bibliothèque privée avec laquelle j'ai particulièrement collaboré. Bibliothèque donc de manuscrits Mama Haïdara. Et voici l'entrée. Il y a un très beau travail du bois à Tombouctou. Je m'étais promis de faire une conférence, enfin disons une série de vues que sur des volets ou des portes. Mais malheureusement, je n'ai pas pu y retourner à cet effet. Donc cette bibliothèque, Mama Haïdara, fut créée vers le XVIe siècle. Elle a été rénovée en 2000 avec le financement de la fondation André Mellon à travers l'université de Harvard, Massachusetts. En 2006, un financement de la fondation Ford à travers l'ONG Savama DCI a permis de réaliser une extension. Un centre des manuscrits fut créé en 2007 avec le financement du centre Al-Majid de Dubaï. Aujourd'hui, la bibliothèque relocalisée à Bamako, comme nous verrons tout à l'heure, compte au moins 42 000 manuscrits, dont 8 000 catalogués. Le plus ancien manuscrit date de 1065 de l'ère chrétienne, c'est-à-dire 467 de l'Hégire. Oui, mais là, il y en a qu'un qui date de si loin. Hein. Alors, la première, donc, Bibliothèque nationale, comptait 20 000 manuscrits, et la seconde, 42 000. Alors, dans la première, on a catalogué 9 000 manuscrits, ce qui a donné la publication de 5 volumes. Vous avez les références sur le tableau. Dans les premiers volumes, les renseignements fournis étaient très sommaires. Ça s'est amélioré un petit peu avec le temps. En revanche, la bibliothèque Mama Haïdara, qui comptait 42 000 manuscrits, dont 42 000 ont été catalogués avant le déménagement, ce qui a donné lieu à la publication de 4 volumes, toujours dans la même collection de Londres. Dans cet ouvrage est utilisée une grille d'analyse très cohérente. Vous allez voir ce qu'on demande à un catalogage de manuscrits. Donc, elle nous informe sur le numéro du manuscrit, le titre du manuscrit, le thème du manuscrit, le nom de l'auteur et la date de son décès en année hégirienne et l'ère courante, le nom du copiste, le nombre de folios, le type d'écriture, la couleur de l'encre, le nombre de tomes, le nombre de lignes par page, la dimension de la couverture, la dimension de la partie écrite, le début du manuscrit, la fin du manuscrit, l'appréciation de l'état général du manuscrit et les références s'il a déjà été publié, par exemple. Que demander de plus? Donc le travail de catalogage s'est poursuivi et on arrive maintenant à 8000 manuscrits catalogués, dont 4000 récents sur support informatique, donc après 2013. Bien sûr, maintenant, on n'est plus à Tombouctou, mais à Bamako. Alors, je vais vous raconter comment s'est effectué le sauvetage des manuscrits. Alors, revenons à la carte pour en savoir un peu plus. Donc, les manuscrits se trouvaient à Tombouctou et c'était occupé par les islamistes jusqu'à Mopti. Et donc, il fallait transporter les manuscrits de Tombouctou jusqu'à Bamako. Alors, Abdelkader Haïdara, donc le propriétaire de la bibliothèque, et le directeur évidemment, le 24 décembre 2013, a accepté de me parler du déroulement du sauvetage. En fait, dès le mois d'août, en voyant à la télévision brûler une mosquée et une bibliothèque en Libye, il a pris conscience du danger et compris qu'il fallait évacuer non seulement sa bibliothèque, qui compte quelques 42 000 manuscrits, mais toutes les bibliothèques de Tombouctou, en commençant par la bibliothèque d'État, le centre Ahmed Baba. Tu sais, me dit-il, ces gens-là avaient pour priorité de détruire l'État. Mais comment faire? Il était hors de question d'affréter quelques gros camions, car cela n'aurait pas manqué d'attirer l'attention des barbares. Il fallait donc procéder par petites touches. Nous en mettions, dit-il, 2 ou 3 dans de vieilles voitures. Donc nous avions mis les manuscrits dans de petites cantines ou dans des valises, et nous en mettions 2 ou 3 dans de vieilles voitures. Plus personne ne s'aventurait dans le Nord avec une voiture neuve par crainte de l'avoir confisquée. Ces vieilles voitures, avec leurs précieuses cargaisons, étaient acheminées jusqu'à Mopti. Donc de Tombouctou à Bamako, il y a 700 km. Donc vous voyez, Tombouctou à Mopti, en territoire occupé, c'est à peu près 400 km. Ces vieilles voitures, donc, acheminées jusqu'à Mopti, et les cantines étaient regroupées en ce lieu.
Mais cela ne suffisait pas. Ils ont utilisé aussi les pinasses, c'est-à-dire des grosses barques sur le fleuve, une quinzaine de cantines par pinasse au nez à la barre des ennemis du savoir. Bien sûr, ils n'embarquaient pas au port, mais à partir de villages qui bordent le fleuve. Ainsi, il y avait une sorte de noria de manuscrits entre Tombouctou et Mopti, en toute discrétion. De là, les cantines étaient chargées dans de gros 4x4 et acheminées jusqu'à Bamako pour les 350 km qui restaient. C'est ainsi que 377 491 manuscrits provenant de 45 bibliothèques privées de la région de Tombouctou sont arrivés à Bamako. Cet inventaire a été établi par Banzoumana Traoré, un de mes étudiants, responsable de la bibliothèque scientifique Mama Haïdara, de la bibliothèque Mama Haïdara. Ainsi, on sait maintenant, très exactement, combien il y a de manuscrits dans la région de Tombouctou. En ajoutant les 40 000 de la bibliothèque Ahmed Baba, on arrive à 427 491. Quelque chose qu'on a de la peine à imaginer. Ça remplirait la salle. Commencé en août 2012, le sauvetage s'est achevé le 5 février 2013. Il a donc fallu 6 mois. Alors, si vous êtes intéressé, il y a un dénommé Joshua Hammer qui a écrit un livre, Les résistants de Tombouctou, prêt à tout pour sauver les manuscrits les plus précieux du monde, et vous pouvez vous le procurer. Alors, les seules pertes concernent les manuscrits entreposés dans le nouveau centre de la bibliothèque Ahmed Baba. En fait, l'Afrique du Sud avait construit un nouveau centre flambant neuf pour y mettre les manuscrits. Mais les barbares y avaient eu domicile dans ces locaux flambant neufs et ils en avaient fait leur quartier général. Ils ne s'étaient même pas aperçus que dans le sous-sol, il y avait des manuscrits. Ils en ont brûlé quelques-uns en partant, sans même s'apercevoir qu'il y en avait plein d'autres dans les caves. Les manuscrits qui étaient restés dans les anciens locaux de la bibliothèque Mama Haïdara ont tous été sauvés. D'après le directeur de cette institution, entre ce qui a été brûlé et ce qui a été volé, Ahmed Baba a perdu 4203 manuscrits, soit 10%, pas grand-chose. Il lui restait donc environ 35 000 manuscrits, mais comme des petits propriétaires effrayés par les derniers événements lui en ont cédé 5 000, il se retrouve avec plus de 40 000. Vous voyez, je pense que ceux qui détiennent des fonds de manuscrits dans les bibliothèques européennes, ils doivent se dire c'est impossible, on ne peut pas avoir, mais si, c'est possible, je l'ai vu de mes yeux. Alors, le sauvetage des manuscrits de Tombouctou lors de l'invasion djihadiste de 2012 a eu un heureux effet, comme je viens de le dire, c'est qu'il a permis de les compter. Il existe, mais attention, il en existe certainement d'autres que les propriétaires ont pu cacher de diverses manières. Donc, on peut dire que il y a 427 491 qui ont été vus, mais il y en a sûrement d'autres encore qui n'ont pas été. Donc, évidemment, dans ce décompte, comme dans tous les décomptes de manuscrits, un document administratif d'un folio ou deux et un commentaire coranique de 500 folios comptent chacun pour une unité. Mais quoi qu'il en soit, 427 491 manuscrits représentent une masse documentaire énorme. Et les images qui suivent, provenant des entrepôts où ces manuscrits ont été provisoirement déposés à Bamako en 2012-2013, peut vous donner une idée. Donc voilà, une fois que les manuscrits avaient été arrivés à Mopti et après avaient été transférés de Mopti à Bamako, il fallait bien les mettre quelque part. Donc ils les ont placés chez certains particuliers. Vous voyez, en mettant bien en isolant du sol, bien sûr, parce que le gros problème, c'est que Tombouctou est très sec, mais Bamako est très humide. Donc vous savez que le grand ennemi des manuscrits, c'est l'humidité. Alors, il y avait une dizaine d'entrepôts de ce genre. Vous voyez un petit peu, c'est toujours la même chose. Alors, je lui ai demandé, je voulais voir quand même comment c'était à l'intérieur des caisses. Vous voyez, les manuscrits sont bien rangés et ne semblent pas avoir trop souffert. Donc ça vous donne une idée de cette masse documentaire qui, depuis, est en train de reclassement à Bamako. Alors, des jours meilleurs et provisoires. Pour réorganiser sa bibliothèque, Abdelkader a loué un bâtiment dans le quartier Boko Djikaroni, au sud de Bamako. Voilà la façade de cette nouvelle bibliothèque. Donc il a reconstitué ce qu'il y avait
à Bamako, mais en moins grand, hein, malheureusement. Donc vous voyez, bien sûr, une fois que ces manuscrits étaient sortis des caisses, il était tout à fait important de les nettoyer en les brossant page par page. Ensuite, bien sûr, il fallait, ceux qui n'étaient pas numérotés, les renuméroter, par folio pour les grands formats et par page pour les petits. Ensuite, pour ceux qui étaient un peu trop dévastés, il y a un atelier de restauration. Donc, vous voyez, il y a tout le matériel qu'il faut. Et puis, alors surtout, il y a un matériel pour créer des caisses, parce qu'une fois qu'il est nettoyé, et puis renumérisé s'il y a besoin, le manuscrit est entreposé dans une caisse qui lui a été taillée sur mesure. Alors, il a reconstitué aussi l'atelier de numérisation, mais ça, c'est un état très ancien. Depuis, il a 2 super machines qui permettent de numériser, de produire une numérisation de très haute qualité. Alors, en 2013, il y avait un très grand dépôt, mais vous pouvez voir qu'en 2015, le travail a déjà beaucoup avancé, c'est-à-dire que tous ceux qui ont été mis en caisse ont été entreposés dans les grands rayonnages. Voilà, donc ça c'est l'aspect, comment dirais-je, historique. Maintenant, on va vraiment passer à l'étude des manuscrits. Alors, si quand vous parlez de manuscrits, vous entendez les manuscrits de Saint-Michel ou les manuscrits que vous avez chez vous, à Tombouctou, c'est tout à fait différent, comme vous allez voir. Alors, ces manuscrits, on peut noter d'abord qu'il y a diverses écritures. Il y en a, ici, c'est l'écriture qu'on appelle maghrébine, qui est lui-même une écriture d'origine koufique. Donc ça remonte très loin, ça remonte au début de l'Empire islamique. Il y avait deux grandes villes, Basra et Koufa, où il y avait des écoles de grammairiens. Et donc cette écriture se rapporte à l'école koufique. Pour un Marocain, c'est pas curieux. Dans l'écriture marocaine, quand ils écrivent, encore aujourd'hui, ils écrivent à peu près comme ça. Et mon collaborateur principal a la chance d'être marocain, donc ce type d'écriture ne lui pose aucun problème. Il a de la chance, moi je suis plutôt de culture orientale, et là c'est très différent. Bon, là vous voyez quelque chose de joli, mais ça peut être plus grave. Ici c'est déjà moins joli, et donc c'est un peu plus difficile à déchiffrer. Alors voilà une autre écriture, sahraoui, qui elle aussi est dérivée de l'écriture maghrébi, mais qui était plutôt utilisée au sud. Alors voilà une autre, l'écriture soukri, qui doit son nom à une ville située un petit peu au nord de Tombouctou. Voilà, toujours du soukri. Et voilà, ça, l'écriture soudanie. C'est une écriture maghrébine épaisse, utilisée dans la région subsaharienne, elle aussi d'origine koufi, mais celle-là, on aimerait que tous les manuscrits soient rédigés avec elle. Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. Celle-là, elle se lit très facilement. Voilà. Donc, les diverses écritures. Maintenant, la question que vous posez tous, qu'est-ce qu'on trouve dans les manuscrits? Voilà, alors j'ai réparti ça en 5 classes. Alors, il faut bien réfléchir qu'avant la conquête, la langue d'échange dans toute la région subsaharienne, c'était l'arabe. Voilà pourquoi on a tant de manuscrits. Hein? Alors, le dépouillement des catalogues de la bibliothèque Ahmed Baba, on a vu tout à l'heure, et la bibliothèque Mama Haydara, donc ça fait à peu près 4000 plus 4000, ça fait 8000 manuscrits.
Donc sur la table des matières, on peut déjà se faire une idée un peu de ce qu'il y a dedans. Donc on trouve dans ces bibliothèques une masse de documents juridiques de grande valeur, bien sûr pour les travaux sur l'histoire, la vie économique, les rapports sociaux dans la région. On trouve deuxièmement une masse de documents littéraires et historiques d'intérêt local. Par exemple, un poème qui fait l'éloge de tel ou tel chef, de telle ou telle famille. C'est de grande valeur, bien sûr, pour l'histoire locale. Des documents sur les savants morts entre telle ou telle année, sur la généalogie des gens illustres, généalogie des descendants du prophète, des notices hagiographiques des personnalités politiques et religieuses, des livres sur l'histoire d'une famille, d'une région, d'un pays. Entre dans ces classes une masse de lettres, évidemment, correspondance entre les chefs. Par exemple, Barthes arrive, qu'est-ce qu'on fait? On le tue, on le vend. Hein. Ben oui, il fallait bien consulter les copains pour savoir ce qu'on allait faire, prendre une décision commune au sujet des explorateurs qui voulaient tous venir dans le coin. Évidemment, on se doutait bien que s'ils venaient, ce n'était pas seulement pour le tourisme, mais c'était pour préparer les aventures colonialistes. Donc on trouve beaucoup de lettres des émirs ou de particuliers, des fatwas, bon, ça c'est une consultation juridique, sur des sujets divers, vous voyez, par exemple, sur le prix des cours, à l'école Sankoré, là, sur certaines plantes, sur la vente de biens ou d'esclaves, sur le divorce, sur le statut de la divorcée, sur l'aumône, sur le vol, sur le meurtre, sur un homme qui a vendu sa maison à son épouse, etc. Donc on consulte, c'est une consultation juridique. Il y a des actes de vente des produits les plus divers, achat d'une maison, le prix des livres, la vente des animaux, des histoires de gens illustres, des poésies sur divers sujets, des louanges en particulier du prophète, des récits d'événements historiques, des calendriers. Bien sûr, tous ces documents permettront de donner de nouveaux éclairages sur l'histoire régionale, d'en savoir plus la Tombouctou du XVe au XIXe siècle, et donneront la possibilité d'écrire enfin une histoire de la zone au XIXe siècle. Ils amèneront aussi, tous ces documents, un renouvellement de tout le thème de l'histoire du contact colonial. On prépare en ce moment un colloque là-dessus. En particulier, nous pouvons espérer découvrir toute une gamme de documents encore très peu étudiés, permettant d'appréhender la vision des vaincus et de renouveler considérablement une hagiographie longtemps élaborée à partir des seules archives coloniales. Donc vous voyez, ça va faire un renouvellement complet de l'histoire de la région. Alors, troisième catégorie, les manuscrits rajami. Certains manuscrits, bien que de graphie arabe, sont en fait rédigés dans des langues africaines. Par exemple, en songhai ou en bambara ou en peul. Vous doutez bien que pour étudier ces manuscrits, il faut à la fois lire l'arabe, mais connaître le songhai ou connaître le bambara et connaître le peul. Donc il ne suffit pas d'être arabisant, c'est-à-dire que moi, je ne peux pas travailler là-dessus. Quelques manuscrits comportent même des paragraphes en hébreu, j'en ai vu une ou deux lignes, mais il n'y a pas plus que ça. Bien sûr, cela concerne les spécialistes de ces langues et de l'histoire de ces langues. Il faut cependant souligner que dans la zone subsaharienne, cet usage des langues locales semble, en l'état actuel des connaissances, relativement rare. On peut aussi, dans certaines zones situées plus au sud, rencontrer des manuscrits plus nombreux en langues africaines, particulièrement du peul en Guinée ou en Nigeria, du peul et du hausa. Ces manuscrits qu'on appelle ajami, c'est-à-dire qui notent des langues africaines en alphabet arabe, transmettent de nombreuses informations sur la synthèse opérée entre la culture islamique savante et la culture locale. Alors, quatrièmement, les sciences arabes. Il faut du carburant. Les sciences arabes, dans tous les domaines des sciences arabes, philosophie, logique, médecine, souvent mêlées à des pratiques magiques, littérature, grammaire, etc., sciences exactes, astronomie, mathématiques, chimie, musique, il existe de nombreux manuscrits catalogués. Alors, pour ce qui est de la littérature et de la grammaire, ces manuscrits ont une valeur scientifique s'ils présentent des variables remarquables par rapport aux éditions existantes. En ce qui concerne plus particulièrement les ouvrages grammaticaux, on peut déjà dire qu'ils comportent beaucoup de livres directement liés à l'enseignement, versifiés ou non, comme de nombreux commentaires de la Alfiya, qui est un livre de grammaire attribué à Ibn Malek, de nombreuses résumés des règles de grammaire et de morphologie, des traités d'orthoépie, également des œuvres de grands grammairiens comme Ibn Hisham, As-Suyuti, Qutb et d'autres auteurs tardifs. Il faut bien réaliser que dans les pays arabes, quand on apprend l'arabe, on parle déjà l'arabe. C'est-à-dire que c'est comme chez nous autrefois le patois. Dans les campagnes, les gens parlaient le patois et ils apprenaient le français à l'école. Bon, mais dans le monde subsaharien, les gens ne parlent pas arabe. Donc il faut leur enseigner l'arabe classique directement. C'est une problématique tout à fait différente de celle de l'enseignement dans les pays arabes.
Dans le domaine de la littérature, d'innombrables commentaires des ouvrages littéraires classiques sont à étudier, ainsi que des œuvres originales, comme on verra plus loin, les belles histoires de Tombouctou, et une masse de recueils de poésie. J'ai pas encore pu m'y atteler, mais enfin bon. Alors, dernier point, la production dans le domaine religieux, là, elle est énorme. Bien sûr, sont abordées la théologie musulmane, le tawhid, les principes du droit, la jurisprudence, les commentaires du Coran, les paroles du prophète, les vies du prophète, et particulièrement le domaine de la mystique musulmane, ainsi que celui des sciences ésotériques. Ce domaine relatif aux sciences ésotériques occultes, c'est-à-dire la sorcellerie, est difficile à interpréter, mais extrêmement représenté et important à connaître par l'importance de ses répercussions sur le plan de la vie sociale et politique. Alors, maintenant que vous savez à quoi ressemble un manuscrit, ce qu'on peut trouver dans les manuscrits, quelles ont été les recherches sur les manuscrits de Tombouctou. Alors, je vous raconte ça d'après un article qui a été rédigé par un de mes collègues, Bernard Salvin. Alors, le premier à s'intéresser aux sources manuscrites de Tombouctou fut l'explorateur Heinrich Barth, qui découvrit à Gwandu le Tahrir al-Soudan, qu'il recopia partiellement. Évidemment, à l'époque, il n'y avait pas de photos ni de photocopie, donc il s'est attelé à recopier lui-même le manuscrit dès qu'il a découvert qu'il était très important pour l'histoire de la région. Mais il n'en a copié que la moitié. Donc il fallut attendre le tournant des années 1900 pour que Oudas et son gendre de la Fosse s'attellent à la publication des grandes chroniques de Tombouctou, à partir de lesquelles fut reconstruite l'histoire des grands empires soudanais. En fait, l'intérêt de ces savants se limita aux manuscrits se rapportant à l'histoire. De plus, même dans ce domaine, les publications et traductions de manuscrits arabes de la région restèrent ensuite en nombre limité, malgré quelques travaux de pionniers comme les chroniques du Fouta sénégalais ou les chroniques de la Mauritanie sénégalaise. Donc vous avez vu au tableau les références de la Fosse et Oudas. Donc ça, c'est pas la peine que je vous les relise puisque vous savez lire. Alors, après une période de désintérêt à l'époque de la colonisation, une évolution se dessina au lendemain de la période coloniale. Et plusieurs savants ont attiré l'attention donc sur l'importance de ces manuscrits. Bien sûr, le souci de connaître l'histoire de ces mouvements devait inévitablement mener un regain d'intérêt pour la littérature manuscrite, et peu à peu, un véritable renouveau s'est amorcé. Depuis 1964, parce qu'en 1964, l'UNESCO organisa une conférence internationale à Tombouctou, les manuscrits anciens de Tombouctou et du Mali suscitent beaucoup d'intérêt, tant au plan médiatique que dans la mobilisation des ressources de sauvegarde et leur conservation. Ce qui a donné lieu donc à la création d'institutions publiques destinées à conserver et sauvegarder les manuscrits. Donc au Mali, le centre Ahmed Baba de Tombouctou, inauguré en 1973, l'Institut mauritanien des recherches scientifiques en 1974, au Niger, donc les manuscrits déposés à l'Assemblée nationale avant de l'être à l'Institut de recherche en sciences humaines à Niamey. À Dakar, vous avez donc le département des manuscrits de l'IFAN, qui est le point de départ de l'actuel département des manuscrits arabes créé en 1965. À côté donc de ces institutions-là, il y a eu une masse de travaux de recherche s'appuyant sur les manuscrits arabes. Donc vous voyez une liste de thèses qui ont été faites. Bon, certaines sont illustres, d'autres le sont moins, comme toutes les thèses. Je ne vais pas vous demander de les apprendre par cœur d'ici demain matin. Je vais simplement rappeler quelques derniers trucs. Donc, quelques traductions ont été faites en français. Celle de Jean-Louis Trio et Sidi Mohamed Mahibou. Voilà ce qui est arrivé. Et puis, aussi les travaux de Hunwick, lui qui a fait la publication d'un inventaire des principaux documents répertoriés dans les manuscrits africaines et mondiales. Donc, vous voyez, il y a un renouveau sérieux, mais peu d'efforts ont été consacrés spécifiquement à l'édition critique des textes et à leur traduction, pour les mettre à la disposition des chercheurs et du public cultivé, comme vous.
C'est dans cette perspective que j'ai déposé un projet de recherche à l'ANR, l'Agence nationale pour la recherche, qui a été retenu par l'agence et qui a commencé ses travaux en 2009. Il est intitulé VECMAS, c'est-à-dire Valorisation et édition critique des manuscrits arabes subsahariens. Donc, comme le nom l'indique, son but était de valoriser les ressources manuscrites par l'édition critique, la traduction. Alors, l'équipe comportait une quinzaine de membres. Alors, vous voyez, c'est toujours le problème quand on crée une équipe scientifique. Il y a plein de gens qui nous disent « Ouais, je vais travailler avec toi ». Mais en fait, vous voyez, en jaune, c'est ceux qui n'ont rien foutu. Donc, l'équipe se ramène, en fait, dans la réalité, à 8 ou 9. Voilà. Donc, tout le travail que vous allez voir, c'est réalisé par 8 ou 9 clients. Donc, vous voyez, on a un joli logo, donc VECMAS. Dès la mise en route de VECMAS, il m'a paru indispensable de nous situer dans un vrai contexte de coopération avec les institutions maliennes. On n'est pas des colonialistes. Notre objectif n'est pas seulement de réaliser des éditions critiques, mais aussi de former une équipe malienne ou, dans une conception plus vaste, subsaharienne, d'éditeurs de textes, et traducteurs éventuellement. J'ai obtenu de la région Rhône-Alpes une bourse doctorale pour un chercheur de l'Institut Ahmed Baba de Tombouctou, Ismail Traoré. J'ai inscrit en doctorat le responsable scientifique de la bibliothèque Mama Haïdara, dont on a parlé tout à l'heure, et j'ai pu l'inviter à l'ENS pour un stage d'initiation à l'édition de texte. J'ai également pu inviter pour un mois le responsable du département d'arabe de l'École normale supérieure de Bamako, et il a rejoint l'équipe VECMAS. J'ai aussi obtenu une bourse Ampère pour un master en Tombouctou. Donc vous voyez, le but était de fédérer tous les efforts autour de l'ENS de Lyon pour fournir à tous ces chercheurs dispersés les moyens de se former et de publier leurs travaux dans les meilleures conditions possibles. Ma préoccupation a également été de créer des liens structurels avec une des grandes bibliothèques de Tombouctou et bien la bibliothèque de manuscrits Mama Haïdara. Et en novembre 2009, j'ai même réussi à traîner le directeur de l'ENS à Tombouctou pour signer une convention de coopération avec la bibliothèque Mama Haïdara. Cet événement, donc vous voyez la mosquée Sankoré derrière, a connu un grand retentissement dans la presse de Bamako, mais a été largement diffusé à l'époque sur le net. Pour publier nos recherches, donc les recherches de l'équipe, j'ai créé 3 collections. La première pour l'édition critique des manuscrits à l'ENS de Lyon. La deuxième en collaboration avec les éditions Granvaux, intitulée Les manuscrits du désert. Elle publie des éditions et des traductions pour le public informé ou spécialisé dans le domaine africain. Et le troisième, en collaboration avec Actes Sud, intitulé Les belles histoires de Tombouctou, dont on parlera plus largement tout à l'heure, parce qu'elle vise le grand public. Alors, comment je travaille ? Il faut dire que j'ai travaillé beaucoup avant sur les manuscrits orientaux. Donc, me fondant sur mon expérience d'édition de la littérature populaire, j'ai mis au point une méthode d'édition fonctionnelle. Le manuscrit est d'abord envoyé à Damas, pour que soit effectuée la saisie au kilomètre par une opératrice spécialisée travaillant à l'Institut français du Proche-Orient. Peut alors commencer le travail d'édition critique proprement dit, comparaison des manuscrits en vue de l'établissement du texte, notes et explications diverses réalisées grâce aux bases de données littéraires arabes, comme Al-Maktaba Shamila. Et on a de la chance, on a sur support informatique Al-Maktaba Shamila qui contient 40 000 volumes et Al-Mawsou'a Shi'ariya qui contient 1 500 000 vers. Donc si on tombe sur un bout de vers dont on n'est pas sûr, avec un peu de chance, il figure parmi le 1 500 000 qui sont déjà sur la base. Donc tout ça, c'est disponible sur le net ou sur disque. Qu'est-ce que c'est qu'une édition scientifique ? Eh bien, ça doit fournir au lecteur un texte prêt pour la lecture, c'est-à-dire vocalisation des passages difficiles, ponctuation, apparat critique, typographie. Le but n'est pas de donner une image du manuscrit, sinon à ce moment-là, il suffirait de le photographier, mais de transformer le manuscrit en livre. À cet effet, j'ai créé en collaboration avec le professeur Ayaf Sino de l'Université Saint-Joseph de Beyrouth, avec lequel accessoirement j'ai fait mes études quand j'étais jeune, un style propre à nous qui s'appelle le style VECMAS. On procède alors à la création des index nécessaires ou à la traduction si on a décidé de traduire. Et l'édition terminée, le fichier est renvoyé à Damas où il est formaté en InDesign. Et après, à partir de ce fichier, il est possible de le tirer dans une des maisons d'édition, l'ENS de Lyon, Granvaux et Actes Sud, puis Goettner, qu'on verra tout à l'heure. Alors,
la première des collections, édition critique. Donc, le premier livre qu'on ait publié, c'est celui-ci. Comment enseignait-on, oui, ça on y voit clair. Comment enseignait-on l'arabe à Tombouctou? C'est le premier livre, donc les gens avaient peur. Ouh là là, je dis, vous inquiétez pas, on peut très bien faire un livre avec plusieurs petits traités pourvu qu'ils traitent de la même chose, ou à peu près. Donc là, j'ai réuni 3 petits traités. Le premier sur l'orthographie coranique. Le deuxième, un résumé de grammaire arabe sous forme de questions-réponses. Et le troisième, une méthode d'apprentissage de l'écriture à travers la première sourate du Coran. Donc en publiant ce livre, je voulais montrer qu'on n'est pas obligé de publier un gros manuscrit. On peut aussi bien réunir plusieurs petits sur un même thème. Deuxième, alors celui-là, c'est la guérison des maladies internes et externes. 3 tomes. Donc l'auteur a vécu au XVIIe siècle. C'est un traité exposant l'état de la science médicale à cette époque tardive dans la zone subsaharienne. La particularité du présent manuscrit, à l'époque tardive où il se situe, outre son volume considérable, 600 folios, est qu'il mêle médecine et magie, tradition scientifique et tradition populaire. De là vient son intérêt, puisqu'il permet de se faire une idée de l'état du savoir médical dans les régions subsahariennes islamisées à cette époque tardive du XVIIe siècle. Il est clair que les fondements de la science arabo-musulmane atteignirent ces régions dès l'instant qu'elles furent islamisées. Les sciences religieuses y étaient enseignées au même titre que les sciences rationnelles dans les centres de diffusion du savoir, tels que Tombouctou. 3e édition, donc la Mauritanie au XIXe siècle. C'est une édition critique qui fait l'histoire des périodes d'agitation politique et sociale provoquées par la concurrence tribale entre les principautés qui rivalisent pour s'emparer du pouvoir en Mauritanie. Il mentionne des périodes de discorde dans des villes comme Oualata, oui, Tichlit et Sinkrit. Il signale aussi des événements locaux et régionaux, par exemple le conflit politique et doctrinal entre Haj Omar Tal et Al-Bakai Kunta, dans le Soudan occidental, c'est-à-dire dans l'actuel Mali. Bon, la Mauritanie. Après, on a republié une édition d'un livre plus technique qui est la langue de base pour celui qui veut apprendre l'arabe. Donc c'est une liste de mots rares d'un usage particulier dans des textes classiques, organisés sous forme de lignes en fonction de la dernière lettre. Donc c'était sûrement un support pédagogique d'apprentissage et d'enseignement du vocabulaire de l'arabe, destiné plus particulièrement aux apprenants avancés. Ce qui est intéressant, c'est que, et qui nous a demandé un gros travail, c'est que très souvent, le sens était donné aussi dans une des langues africaines du coin. Donc on a essayé de réunir des locuteurs de toutes ces langues pour arriver à transcrire exactement de quoi il s'agissait. Ensuite, comme on a beaucoup dit qu'il y avait beaucoup d'ouvrages sur le soufisme, eh bien, on a publié un traité de soufisme, inspiration spirituelle et élaboration des connaissances ésotériques et exotériques. Bon, alors, ensuite, on a publié quelque chose de tout à fait étonnant. C'est un conte des Mille et une nuits qui, dans les Mille et une nuits, fait une vingtaine de pages et qui, à Tombouctou, fait 400 pages. Donc vous voyez qu'en traversant les déserts, la Tawad Dod, elle a beaucoup progressé. Alors, en fait, la trame de ce conte est connue de beaucoup de gens. Donc c'est une esclave chanteuse, Jaria en arabe, d'une très grande beauté et d'une très grande intelligence, qui est présentée au calife Haroun al-Rachid par son maître, qui vante ses mérites et l'universalité de sa science. Et il en demande 100 000 dinars. Ce à quoi Haroun al-Rachid rétorque que si cette science est avérée, il payera la somme demandée, mais si c'est une affabulatrice, le négociant n'aura rien. Le calife la soumet alors devant un aéropage de savants et de membres de la cour à une série d'épreuves visant à tester l'ampleur de sa culture et à tenter de la mettre en échec. Elle affrontera donc un juriste, un grammairien, un philosophe, un astronome, un médecin, qui la soumettront tous à un feu roulant de questions plus pernicieuses les unes que les autres.
certaines d'ailleurs prenant parfois la forme de devinettes. Toutefois, elle sortira avec les honneurs de cet affrontement et gagnera l'estime de tous après avoir dominé les divers savants. Et comme on a traduit ce texte en français, je vous en donnerai une idée tout à l'heure. Toujours dans les éditions de texte, une énorme revue d'un livre sur une encyclopédie des sciences religieuses, 495 pages. Donc, vous voyez, on est capable aussi de faire des gros travaux. Donc ça, c'est ce qu'on a réalisé concernant les éditions de texte, éditées aux éditions de Normal Sup. Deuxième perspective, c'est l'édition et traduction de textes pour un public qui est déjà informé sur ce que c'est que l'Afrique et ses problèmes. Le premier volume paru s'appelle L'inspiration de l'Éternel, éloge funèbre de Sékou Amadou, fondateur de l'Empire Peul du Massina. Donc l'Empire Peul du Massina, c'était donc avant la colonisation. Donc on a fait une édition critique, un lexique technique et une traduction. Donc il s'agit d'un long texte hagiographique, voilà, rédigé pour sa plus grande partie par Ali Parijo, qui était un membre de l'entourage de Sékou Amadou. Donc le manuscrit se divise en deux parties. Une première partie fait la liste des vertus de Sékou Amadou, fondateur en 1818 de l'Empire Peul du Massina. La suite rassemble des poèmes en son honneur, dont les différents auteurs sont mentionnés. Bon. Deuxième, toujours qui vise un public déjà au courant, c'est les sciences arabes en Afrique. Donc l'ouvrage peut se faire à un double niveau. Si vous vous intéressez aux mathématiques, je vous encourage à le lire. Il y a d'abord, les premiers chapitres sont un panorama des savoirs et des pratiques mathématiques et astronomiques de l'Égypte et de l'Occident musulman du 7e au 15e siècle. Vous voyez, il y a de quoi se cultiver. Et la deuxième partie est une édition d'une arithmétique d'Ahmad Babir al-Rawani, donc éléments sur la science du calcul. Ce texte peut donc être considéré comme un témoin de l'histoire des mathématiques et aussi de l'ethnomathématique, car son contenu était encore enseigné au XIXe siècle. Donc, avec cet ouvrage, on a arrêté notre collaboration avec les éditions Granvaux. Évidemment, lui, il semblait croire que les livres allaient se vendre un peu comme Tata et Milou, mais bien sûr, les manuscrits de Tombouctou intéressent les gens, mais quand il faut acheter les livres, il y a moins de candidats. Alors, troisième domaine, troisième collection, édition et traduction des manuscrits de Tombouctou. Il y a un adage rapporté par Ahmed Baba qui dit ceci: le sel vient du nord, l'or du sud, l'argent du pays des Blancs, mais la parole de Dieu, les choses saintes et les belles histoires ne se trouvent qu'à Tombouctou. Et il y a un calligraphe, Aboubakar As-Siddiq, artiste calligraphe de Tombouctou, qui a mis cet adage en calligraphie. Mais il y a une faute d'orthographe. Les calligraphes font parfois des fautes. Ils sont très forts en écriture, mais moins en grammaire. Alors, d'après les premiers dépouillements, on peut rattacher cette production à quelques grands thèmes. Alors, les voilà. Bon, lisez-les pendant que je bois un coup. Ça avance, on est déjà ensemble depuis 1 heure, je crois. J'ai encore beaucoup de choses à dire. Bon, on peut croire qu'une telle collection répondra à une attente du public français. En effet, les grands journaux d'information se sont mis à parler des manuscrits de Tombouctou. Le Monde, dans son magazine du 10 juillet 2010, a publié un article de 4 pages intitulé « Les manuscrits de Tombouctou, l'Afrique dans le texte ». Le Figaro, dans son magazine du 14 août 2010, a également abordé le sujet dans un article intitulé « Tombouctou, il faut sauver la bibliothèque des sables ». Cet article, beaucoup moins développé que celui du Monde, a le mérite d'insister sur un point que j'ai déjà soulevé, l'existence de ces dizaines de milliers de livres, enfin c'est pas des livres, c'est des manuscrits, montre que les hommes du continent noir savaient exprimer leurs idées autrement que par la tradition orale. En effet, la présence massive de l'écrit n'est pas propre à Tombouctou. En Mauritanie, au Niger, au Ghana, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans toute la ceinture subsaharienne, sauf au Tchad, on trouve des manuscrits. Cette fable de la tradition orale exclusive
n'a donc pu être inventé que par des africanistes incapables, dans leur immense majorité, de lire la moindre ligne d'arabe. Le premier ouvrage dans cette collection est intitulé « Le roman d'Alexandre à Tombouctou ». Alors, le sauvetage, disons pas le sauvetage, l'invention de ce manuscrit mérite d'être contée. Donc un jour, je feuilletais dans la bibliothèque Mama Haïdara de Tombouctou un manuscrit étiqueté « Jurisprudence islamique ». Je tourne les pages, puis au bout d'un moment, il me parut évident que le texte que j'avais sous les yeux ne traitait absolument pas de jurisprudence, mais qu'il s'agissait visiblement d'un récit. Ah. Je reviens donc en arrière, et jusqu'à cette ligne, et je vis qu'il était marqué donc histoire de Zulkarnain, c'est-à-dire le bicornu. Et le bicornu, c'est le nom que Alexandre a dans le Coran. Donc je me suis dit, mince, je suis tombé sur le roman d'Alexandre. Et je suis allé jusqu'à la fin de l'intrus dans le volume de jurisprudence. Et il y avait écrit ceci, Falamara Dalika, quand il vit cela, mais ça s'arrête là. En tout cas, donc il était clair que le manuscrit est incomplet, mais comme il comporte 39 folios, c'est largement assez gros pour faire un livre. Et comme j'avais déjà beaucoup travaillé sur le roman d'Alexandre, en traduisant les textes syriaques concernant le roman d'Alexandre, je me suis dit, il faut absolument m'y mettre et je ne vais pas laisser passer ça. Je ne vais pas laisser passer ça, mais il y avait un gros problème. C'est que le texte est plein de trous et assez défectueux. Donc, je me suis dit, si on s'en tient à la méthode traditionnelle, qui est de faire l'édition et de mettre les notes partout où on veut corriger quelque chose ou changer quelque chose, ben, je ne vais pas y arriver. Parce que, qu'est-ce que je vais faire pour traduire ça? Si je m'amuse à mettre les notes dans le texte, tout le monde va dire c'est du bois, c'est pas du manuscrit. Alors, j'ai pris la décision suivante que personne n'a jamais prise. Dans la colonne de droite, j'écris le texte du manuscrit tel qu'il est. Dans la colonne de gauche, je donne une interprétation en arabe classique. Évidemment, je n'ai pas fait ça tout seul. C'est mon ami Ahyaf Sinno, professeur d'arabe à l'université Saint-Joseph de Beyrouth, qui l'a fait avec ma modeste participation. Ainsi, celui qui veut voir le texte tel qu'il est, eh ben, il regarde à droite, s'il veut faire une étude linguistique, par exemple. Celui qui veut comprendre quelque chose, ben, il regarde à gauche. Éventuellement, s'il n'est pas d'accord avec moi, ou s'il est en verve, ben, il peut proposer une autre version. Donc j'ai mis en nombré ce qui est commun aux deux. Vous voyez, il n'y a pas trop quand même. Hein. On n'a pas trop fait d'ajout. Mais ça permet de rendre le texte compréhensible et traductible. Alors, voilà de quoi il s'agit dans ce texte. C'est un petit peu, ça ressemble, c'est la version, disons, arabe, je pense, de l'histoire d'Alexandre et de Diogène. Alors, ensuite, il marcha, donc Alexandre, jusqu'à Jablaka. Jablaka, c'est une des extrémités du monde. Et quand il y fut arrivé, il ordonna de sonner du corps et de souffler dans les trompettes. Pas un seul des habitants ne manqua de venir regarder le spectacle du bicornu et de ses soldats. Ensuite, le bicornu aperçut un vieillard en train de travailler. Quand le bicornu passa près de lui, il ne lui prêta aucune attention. Le bicornu s'étonna d'un pareil comportement et ordonna de le lui amener. Cet homme était croyant, et lorsqu'il fut en présence du bicornu, il lui dit « Que veux-tu de moi ?» Le bicornu lui répondit « Ô vieillard, l'armée qui m'accompagne est l'armée de Dieu. Pourquoi ne me regardes-tu pas et ne regardes-tu pas mon équipage royal ?» Il lui répondit « Tout ton or et ton équipage royal ne m'impressionnent pas. » Le bicornu lui demanda alors « Pourquoi ?» Le vieillard répondit « Parce que je suis fils du roi de mon peuple. Et il se trouve que mon père et un pauvre homme sont morts le même jour. On les a enterrés ensemble. Après des jours, le tombeau s'est écroulé et on les a trouvés tous les deux. Leur corps et leur linceul avaient changé, leur chair s'était détachée et s'était mélangée, si bien qu'on ne pouvait plus les distinguer de l'un de l'autre. C'est pour cela que ton équipage royal ne m'impressionne pas. Si Dieu t'a fait connaître un sort favorable, tu seras heureux, et sinon, tu regretteras.
Réfléchis donc bien à ces deux options et choisis celle qui te procurera un sort opulent ou le meilleur des sorts. Alors le bicornu lui dit, vieillard, combien gagnes-tu chaque jour du travail de tes mains? 1 dirham, répondit-il. Et à quoi le dépenses-tu? Je le divise en 3. Avec le premier tiers, je paye ma dette envers mes parents décrépits pour ce qu'ils ont dépensé pour moi quand j'étais petit. Le deuxième tiers, je l'envoie à celui qui m'a emprunté. Je veux dire à mon fils. Et si Dieu a décidé que je jouirai d'une longue vie, et si je tombe dans le besoin, il me rendra ce que je lui ai prêté. Avec le troisième tiers, je vis moi et ceux qui me sont à charge. Émerveillé par ces propos, le bicornu lui dit, « Je témoigne que tu es le sage, et qu'il s'impose que je te nomme gouverneur de cette ville, car j'ai vu que tu n'abandonnais pas les ordres de Dieu. » Quand il l'eut investi, il leur ordonna de lui obéir au doigt et à l'œil. Dans divers articles et communications, j'ai montré comment le texte intégrait des passages de la Sira Nabawiya, c'est-à-dire de la vie du prophète, et des passages du Pseudo-Callisthène. Le Pseudo-Callisthène, c'est le roman d'Alexandre qui est en grec et latin. Voyez par exemple, donc quand Alexandre est arrivé en Inde, il a combattu un dénommé Porus dans la tradition occidentale. Mais dans la traduction orientale, le Porus s'appelle Labour. Mais vous allez voir qu'on a bien la preuve que le texte de Tombouctou s'est inspiré par endroits du Pseudo-Callisthène. Donc vous voyez, Alexandre à Tombouctou, ça démarre à peu près pareil. En fait, l'histoire est très simple, c'est que Alexandre veut épargner un grand combat entre ses troupes et les ennemis, et il décide de faire un combat singulier avec Porus, enfin avec Labour. Donc à l'aube, ils s'affrontèrent, c'est-à-dire Alexandre et Labour s'affrontèrent sur le champ de bataille, en un long combat, un combat indécis, alors que les deux armées avaient les yeux rivés sur eux. Donc là, ça commence à peu près pareil, mais voilà. Or, dans Pseudo-Callisthène, voilà que soudain un tumulte envahit le camp de Poros. Alors Poros, effrayé, se tourna en arrière pour voir la cause du tumulte. Mais Alexandre, faisant vider les pieds de Poros, bondissait déjà sur lui, et il lui fiche son épée dans le flanc, et sans désemparer, met à mort Poros, le roi des Indiens. Donc voilà, Tombouctou, c'est devenu ceci. Soudain, Labour entendit un grand tumulte dans son camp. Il en frissonna et se retourna pour voir d'où venait ce bruit. Le bicornu en profita pour fondre sur lui, l'atteindre à la gorge, lui faire sauter la tête, il s'écroula par terre anéanti. Donc vous voyez, lorsque voilà que soudain un tumulte envahit le camp de Poros, soudain lorsque Labour entendit un mur, c'est bien la preuve de l'emprunt de la relation entre Pseudo-Callisthène et Alexandre à Tombouctou. Donc voilà où on en était pour cette collection. La collaboration avec Actes Sud s'est arrêtée là, mais Goettner, qui est une très grande maison d'édition orientaliste à Paris, a pris la succession en créant une collection intitulée « Les manuscrits sauvés des sables ». Et la publication a pu se poursuivre avec « Les 1001 nuits à Tombouctou ». Et là voilà, la docte Sympathie, qui a été traduite par mon collègue Saint-Augustin, qui est directeur du département d'arabe à Lyon 2. Alors, donc, on sait de quoi il s'agit, c'est-à-dire que tous les spécialistes viennent interroger la docte Sympathie, la voix de Dode, et on se doute bien que lorsque les médecins vont lui poser des questions, ils vont l'interroger sur les côtés les plus scabreux de la science médicale. Je vais vous en lire quelques passages, ça va vous distraire pour nous mener jusqu'à la fin de la soirée. Lorsque le médecin s'aperçut que la servante répondait avec justesse et sans hésitation à ses questions, il en demeura stupéfait. Et il se dit en lui-même, la seule solution pour la déstabiliser est de lui poser une question dérangeante qui, vu sa jeunesse et sa pudeur, la mettra dans l'embarras et l'empêchera de répondre. Qu'as-tu donc à dire sur le coït avec les femmes, lui dit-il. Le visage de la jeune fille s'empourpra tant elle fut submergée par la honte. Elle baissa la tête et se tut longuement, à tel point que l'assemblée crut qu'elle jetait l'éponge. Le calife Haroun al-Rachid lui dit alors « Serais-tu incapable de répondre ?»« Non, par Dieu, Majesté,
mais ma pudeur m'empêche d'aborder de tels sujets. Je vais quand même le faire, par respect pour vous. Le coït a des vertus indéniables, et c'est un acte louable, car il permet d'évacuer la pléthore d'humeurs, d'apaiser le malade, d'activer l'âme et de purger la trabile et le flegme. De plus, il rend aimable, sociable et généreux. Je dirais aussi que pratiquer l'acte vénérien avec une femme noire n'a que des bienfaits. Lorsqu'il s'unit à sa dulcinée, comme dit le poète, je l'enlace plein de désir pour elle. Quel meilleur remède que le coït? L'utiné me réjouit, mon feu s'apaise, et je n'en aime que plus passionnément. Jusqu'à l'union de nos deux âmes, le mal de mon cœur restait incurable. Rien n'est plus doux que son clitoris et la saveur de nos lèvres mêlées. Alors ça continue sur plusieurs pages. Parfait, dit le médecin. Mais pourrais-tu m'indiquer quel est le meilleur moment pour les galipettes? Le moment le plus bénéfique à l'âme et celui qui procure le plaisir le plus intense est l'aube, lorsque l'esprit est vif, l'estomac vide et la brise légère. Par contre, le soir est déconseillé, car il peut s'accompagner de chamailleries entre les amants, voire de répulsion. Or, si tu caresses ta partenaire, elle doit aussi te caresser, vu que c'est la base de la bonne harmonie. Dis-moi maintenant, quels sont les types de pénis les plus efficaces en la matière? Il y en a de courts, des longs, des puissants, des mous, des gros et des fins. Les mieux adaptés aux joutes amoureuses sont les mandrins longs et durs, ou les courts et gros. Mais les meilleurs d'entre tous sont les mandrins épais, costauds et durs. Évidemment, le traducteur s'est pas ennuyé en faisant son office. Bon, je passe à la fin. En entendant la dissertation éclairée de la servante, le calife Haroun al-Rachid se mit à rire à gorge déployée, tellement il prenait plaisir au débat. Alors le pauvre médecin, emballé par l'assurance de la docte sympathie et sa science, s'écria « Je prends Allah, son prophète, et toi-même, ô commandeur des croyants, à témoin, cette servante est plus érudite que moi en matière médicale, et par Dieu, elle pourrait faire un excellent médecin. » Mais c'est pas tout. On a encore traduit les prouesses de l'imam Ali ibn Abi Talib et de son fils Al-Hussein. L'exploration des ressources littéraires des manuscrits de Tombouctou nous amène à découvrir ce que l'on n'attendait pas. Des textes qui relèvent à la fois du roman historique et de la littérature populaire à la gloire de l'imam Ali et de son fils Hussein. En fait, dans un milieu tout à fait sunnite comme l'est l'Afrique, on découvre des manuscrits d'inspiration chiite. Ça, on s'y attendait vraiment pas. Alors, parmi tous ces récits, il y a le quatrième qui est consacré au martyr de Hussein, fils de Ali. Il s'agit de l'interprétation chiite de l'événement. Elle rejette la responsabilité sur le calife Yazid et ses agents, tout en blâmant les chiites de Koufa pour avoir abandonné Hussein après l'avoir invité à se mettre à leur tête. Pour cette tradition, la mort de Hussein, comme toute sa vie du reste, est marquée par des prodiges, prémonitions, interventions angéliques, châtiments des meurtriers, et pour terminer, l'itinéraire de la tête d'Al-Hussein, dont le transmetteur a dit « Nous avons cherché la tête d'Al-Hussein, mais nous ne l'avons pas trouvée, et nous n'avons pas pu savoir si elle avait été enlevée au ciel ou enfouie dans la terre. » Ensuite, on est passé aux sciences politiques. L'islam et la bonne gouvernance. Il s'agit d'un ensemble de textes écrits entre 1851 et 1873 traitant de la bonne gouvernance et des dissidences qui secouèrent l'état du Fouta Djallon, donc c'est-à-dire en Guinée, donc là on n'est plus en Tombouctou, dans la deuxième moitié du siècle. Il s'agit des premiers textes arabes de Fouta Djallon à être publiés. Jusqu'à présent ont été traduits ou publiés que quelques ajamis en langue peul. Alors voilà la suite de conseils aux pasteurs. Donc vous pouvez voir, il y a plein de choses.
Donc, lisez vous-même. Je tournerai un peu plus loin, je vais vous raconter un peu de baratin à côté. Donc, l'étude des thèmes dont traite le poème, mais aussi le repérage que permettent les moyens informatiques modernes, dont je vous ai parlé tout à l'heure, a permis de retrouver au texte toute sa filiation intellectuelle. Le genre de conseil aux princes a rapproché des miroirs des princes de l'Occident chrétien, auxquels il se rattache par une lointaine paternité indienne puis persane, a été introduite dans le monde arabe. Donc ce genre littéraire a été introduit dans le monde arabe, arabo-musulman, par Ibn Mukaffar et repris par les plus grands auteurs, en particulier par Al-Razali. Donc c'est précisément un texte de Razali, Conseil au souverain, qui a servi de modèle le plus proche à celui de Cerno Sardo d'Alen. Donc il y a un certain nombre, tiens, vous pouvez continuer, de quasi-citations, parfois avec des petites modifications, parce que ce sont des vers, donc la contrainte métrique oblige parfois à modifier. Mais le traitement de ce thème et les liens entre le pouvoir et la religion relèvent d'une conception locale du pouvoir. Celle-ci s'éloigne des grands modèles étatiques de l'Orient ancien et aboutit à un idéal de gouvernement plus décentralisé et collégial, dans laquelle la religion revendique sur le pouvoir une primauté qui ne serait pas que théorique, comme vous pouvez lire. Ainsi, ce type de texte peut-il éclairer de l'intérieur, par-delà des précisions sur un problème particulier au Fouta de l'époque, celui de la querelle entre deux branches revendiquant le pouvoir, le fonctionnement des institutions et la compréhension du fonctionnement des pouvoirs et de la société. Il montre comment les grands lettés du Fouta Djallon se sont appuyés sur des modèles arabo-islamiques tout en cherchant à les adapter à leur propre réalité locale. C'est pas fini. Moïse l'Africain. Qui se serait douté qu'il y avait un Moïse l'Africain? Celui-là, il provient de la bibliothèque de Niamey. À partir d'un matériel narratif étonnamment composite, ce récit offre une nouvelle et plaisante version islamique de l'entretien secret entre Moïse et Dieu sur le mont Sinaï. Comme d'autres récits issus de ce fonds de manuscrits, Moïse l'Africain est le produit d'un processus de migration de textes de l'Orient musulman vers l'Occident. Et ce processus laisse indéniablement ses traces sur la structure des textes qui constituent le lieu où se superposent des éléments d'origine très variées, africaines comme orientales, populaires comme savantes, orthodoxes comme hérétiques, religieuses comme profanes. Voilà ce qui nous fait donc 15 ouvrages auxquels il faut ajouter les thèses et mémoires que nous avons dirigées, portant pour la plupart sur l'histoire de l'Afrique de l'Ouest au XIXe siècle. Donc ces thèses, je vais aller assez rapidement là-dessus, pour vous laisser un peu le temps de parler, sont construites sur le même modèle. Donc l'édition du texte, souvent une lettre ou un document quelconque, la traduction et un commentaire historique. Bon, pour l'édition et la traduction, je peux faire l'affaire. Et pour le commentaire historique, c'est mon collègue Bernard Salvin de l'université africaniste de l'université de Nantes qui a encadré les étudiants. Donc, pour vous donner une idée des sujets, donc la première, c'est donc une relation épistolaire entre la famille Kunta de Tombouctou et la Dina. Donc la Dina, c'était l'empire du Masséna, dont on avait vu la traduction précédemment. Donc, comme toujours, traduction, publication du texte, traduction, etc. Un autre du même genre, donc, qui est un texte polémique, donc qui est rédigé après la victoire d'Al-Hajj Omar Tal dans le Massina. L'objectif de l'auteur est de répondre aux attaques incessantes d'Ahmad al-Bakay, donc quelqu'un de Tombouctou, contre Al-Hajj Omar. Vous voyez, donc c'est tout à verser à l'histoire de l'Afrique au XIXe siècle. Et un autre qui est aussi très important, celui-là, c'est Bayan Majara. C'est encore le récit de la confrontation entre Al-Hajj Omar et le Massina, mais cette fois du point de vue du Massina. Bon, je vais conclure.
Aussi importantes que soient les recherches accomplies à ce jour, force est de constater que l'exploration de cette littérature arabe est jusqu'à présent à peine entamée. Donc vous voyez, on a fait 15 bouquins sur... il y a 400 000 manuscrits, il y a encore de quoi s'amuser. Les travaux d'histoire ou de littérature s'appuyant sur les archives en langue arabe sont très minoritaires si on les compare aux recherches réalisées sur l'Afrique à partir des sources occidentales, archives, récits d'explorateurs, ou des sources locales orales. Les éditions de textes et publications de traduction ont même été probablement moins nombreuses dans les années qui ont suivi les indépendances que pendant celles du début de la période coloniale. Vous rappelez les travaux de Oudas dans les années, au début des années 1900. Ainsi, la situation des études africaines a longtemps contrasté avec celle des études concernant d'autres aires culturelles. Imaginerait-on, par exemple, que l'on ait fait durablement de l'histoire romaine sans accompagner les recherches thématiques effectuées par les historiens de la rédaction de corpus des inscriptions antiques, ou que l'on se soit longtemps limité à la traduction de quelques grands textes de base, par exemple l'histoire romaine de Tite-Live et les textes de Virgile, sans éditer les autres. Ça ne se fait pas. Non. Dans les autres domaines, ce n'est pas comme ça. Malheureusement, en Afrique, on en est encore là. Nous avons donc aujourd'hui à notre disposition un immense patrimoine manuscrit. L'intensification de son étude par les générations actuelles et futures de chercheurs peut véritablement ouvrir une nouvelle frontière aux historiens de l'Afrique de l'Ouest. Celle-ci est aujourd'hui d'autant plus précieuse que la transmission des sources orales devient de plus en plus aléatoire et que les sources écrites, jusqu'à présent étudiées en langues européennes, présentent l'inconvénient majeur d'apporter un point de vue extérieur au terrain qu'elles traitent. Voilà. Merci beaucoup pour cette passionnante épopée et qui va engendrer, je suppose, quelques questions. Qui commence ? Ouais, j'avoue qu'il faut être émérite, c'est une situation que je connais, pour se permettre de dire, parce qu'il faut quand même le dire de temps en temps, machin, 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 ils se sont inscrits pour faire partie de cette recherche, ils ont foutu, j'adore. Et c'est pourtant très vrai, je connais. Qui veut commencer ? Sur quel support ont-ils été écrits ? Papier. Sur du papier. Les premiers étaient peut-être sur des parchemins, mais la plupart des manuscrits sont sur du papier. Comment ? Non, mais ça, c'est à l'époque ancienne. Les principaux manuscrits qu'on a sont du 18e, 19e siècle. Oui. On en a quelques-uns qui sont sur des parchemins, mais c'est très rare à Tombouctou. Oui, moi aussi, je suis déçu. Qui venait de quoi, alors ? Mais sur du papier. Qui venait d'où, alors ? Ah, c'est une chose très drôle. Vous savez que pour identifier l'origine des papiers, on regarde les filigranes et on sait à peu près d'où ils viennent. Parce que il y a des catalogues, il y a des dictionnaires, si vous voulez, de filigranes de papier. C'est une science comme une autre. Mais à Tombouctou, ils ne sont jamais préoccupés de relever les filigranes. Donc, on ne sait pas d'où ils viennent. Oui. Il y a des illustrations ? Dans les manuscrits scientifiques, particulièrement ceux de l'astronomie, oui, il y a des figures. Et bien sûr, quand c'est un manuscrit de luxe du Coran avec des enluminures en or, mais il n'y a rien de comparable avec les manuscrits médiévaux à ce sujet. Micro. Merci. Merci. Vous avez eu Moïse et Mohamed sont montés au mont Sinaï. C'était pas la même époque. Comment ? C'était quoi la même époque ? Non, mais ça, c'est pas, on n'a pas parlé de ça. C'était le dialogue entre Moïse l'Africain. Moïse l'Africain, c'est la version africaine du dialogue entre Dieu et Moïse sur le mont Sinaï. Oui, mais il y a Moïse et Mahomet au mont Sinaï. Ah non, mais je n'ai jamais parlé de Mahomet au mont Sinaï. Le texte, Moïse l'Africain, traite du dialogue de Moïse avec Dieu sur le mont Sinaï. Ah, Moïse avec Dieu, d'accord. D'autre part, quelles
sont les écritures les plus anciennes? Les rouleaux de la loi qu'on a trouvés au bord de la mer Morte ou les pièces que vous avez découvertes? Ah, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais, Il y a 2000 ans entre les deux. au point de vue ancienneté d'écriture. Les manuscrits de Qumran datent de l'ère chrétienne, ou à peu près. Et les manuscrits de Tombouctou, je vous dis que l'essentiel, c'est du XVIIe, XVIIIe siècle. Il n'y a rien de comparable. Merci. Donc vous dites que les manuscrits datent, disons, du 18e. L'essentiel, 17e, 18e, 19e siècle. Oui. L'imprimerie était inventée depuis le 15e siècle en Europe, et je peux me tromper, mais il me semble qu'il y avait des manuscrits, des textes imprimés. À Istanbul, oui, et au Liban. Voilà. Et comment se fait-il, enfin, est-ce que vous avez une explication sur le fait que quand Tombouctou, dans les manuscrits subsahariens, ce sont des manuscrits et non pas des impressions? Il n'y a jamais eu d'imprimerie dans la région subsaharienne. Mais il y avait des relations, enfin il y avait quand même des relations justement avec avec tout le Moyen-Orient. Oui. Et donc l'imprimerie n'est pas arrivée jusque-là à ce moment-là. Ok, merci. C'est trivial comme réponse, mais il n'y a pas mieux. Le plomb à dos de chameau, ça doit être difficile, ça doit être lourd. Hein. Oui, il faut traverser le Sahara quand même. Une autre question? Mettons qu'on veut y en lire un. Où est-ce qu'on peut le trouver? Oui, Bah, mais, qui est-ce qui a pris la parole, que je lui donne le micro? Madame. Bah, attendez d'avoir le micro. Qui est-ce qui... Simplement, je voulais savoir si on pouvait retrouver des textes et les lire, mais où les trouver? Ah ben c'est très simple, dans mon bureau. Mais ça ne sera pas ça sera pas du papier, hein. Ça sera sur support informatique. Parce que je les ai numérisés, moi. Les textes sur lesquels je travaille, je les numérise. Ben, évidemment, je ne me balade pas avec les manuscrits de Tombouctou dans ma poche. Mais avec les numérisations, mais je peux vous les montrer sur un écran, mais j'aurais dû en amener, tiens. Mais vous en avez vu quelques-uns tout à l'heure. Au début, je vous en ai montré quelques-uns pour vous donner une idée, c'est le manuscrit. Ben, c'est comme ça. Hein. Il n'y a pas plus de dessin que ça. C'est que de l'écriture. En l'absence d'imprimerie, est-ce qu'il y avait un système de copistes où Bien sûr. Les 41 000 manuscrits sont-ils tous différents ou se recoupent-ils en partie? Oui, mais il y a parfois dans le même manuscrit, 2 mains, par exemple. On peut avoir 2 ou 3 mains sur le même livre. Mais mais ça, ce phénomène des ateliers de copistes, c'est pas propre aux régions subsahariennes. En Syrie aussi, il y avait dans tout l'Orient, il y avait des ateliers de copistes. Ça, il y en a qui sont soignés, il y en a qui ne sont pas soignés. Quand on n'a pas de chance, on tombe sur un sagouin et on est obligé de ne pas l'être. S'il vous plaît, Oui. est-ce que comment vous avez pu dater les manuscrits? Est-ce qu'on connaît leurs auteurs? Est-ce qu'on connaît leur date d'écriture? Parfois, on a de la chance, c'est-à-dire que dans le colophon c'est petite note à la fin du manuscrit. L'auteur dit voilà, j'ai copié tel jour ce manuscrit. Ce manuscrit a été réalisé tel jour. Si on a encore plus de chance, il dit pour quelqu'un, vous voyez, à telle date. Parfois, le manuscrit est daté. Donc là, on a de la chance. Quand on n'a pas de chance, on doit estimer à peu près en voyant comme il est écrit. Voilà. C'est les 2 moyens qu'on a pour le moment. Tant qu'on n'a pas d'inventaire des papiers. Mais ce papier, il venait pas de Chine, il y avait forcément des productions africaines de papier. Non, il devait venir d'Istanbul ou de Venise. Ah oui, Ouais, d'accord. je pense. Il n'y a pas de...
On n'a pas idée d'une production locale. Non, je crois pas. Non. Oui. Oui, ça, ils la faisaient eux-mêmes. Oui, s'il vous plaît. Oui, oui. Lorsque vous travaillez, lorsque vous avez vu ces manuscrits, lorsque vous les avez peut-être touchés, je ne sais, est-ce que vous avez éprouvé, c'est une question de femme ça, hein, est-ce que vous avez éprouvé de l'émotion? Bah si, oui, il y a un moment où j'ai éprouvé de l'émotion, c'est quand j'ai découvert le roman d'Alexandre. Quand, en m'amusant à tourner les pages d'un traité de droit, je me suis dit, mais c'est pas du droit, ça. Ah non, c'est Alexandre, oh là là, c'est un vieux copain, je le connais bien, celui-là. Donc là, oui, je peux dire que j'ai éprouvé de l'émotion, oui. Mais les autres occasions, je suis plutôt un technicien qu'un poète. Je voulais savoir, compte tenu de la masse de documents, comment vous faites pour sortir quelques documents intéressants? Parce que vous ne pouvez pas tous les lire. Hélas, non. Alors, il y a déjà un catalogage qui a été fait. Donc, comme je l'ai dit, il y a eu un moment où je vous ai montré que la bibliothèque Ahmed Baba a publié 5 volumes et l'autre en a publié 4. Donc, vous voyez, ça fait déjà 9000 titres à peu près. Donc, quand on feuillette la table des matières, on peut déjà se dire ce que traite tel manuscrit traite de ceci. Donc, on peut demander à le voir, n'est-ce pas? Et donc, on le regarde. Faut déjà voir si on peut l'utiliser. S'il est mangé par les hannetons ou les termites, ben, on essaye avec un autre. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne faut pas s'imposer de prendre un truc qui est vraiment ruiné parce qu'on ne peut rien en faire. S'il est déjà relativement bien conservé, bon, on se dit, tiens, chouette, j'ai mettons, pour ce titre-là, une version qui est pas mal. On continue de chercher, et avec un peu de chance, on tombe sur une deuxième version, ou un troisième manuscrit. Alors là, c'est le rêve, parce que là, on a 3 versions du même texte. Et là, on peut vraiment faire de l'édition de texte. Est-ce qu'il est prévu que des spécialistes du papier se penchent un peu sur les collections de manière à les dater et à les tracer? Pour le moment,